Bonjour, donc, moi je suis donc David Hénon, je suis donc designer. Donc mon travail, c'est pas tellement d'être ici à parler ni à écrire normalement, c'est plutôt d'être à ma table. Comme dit Ettore Sotsas dans Je suis très méchant, mon boulot c'est d'être à ma table et à dessiner. D'accord. Et donc normalement, ce que j'ai envie de dire, j'essaie plutôt de le faire passer par ce qu'on appelle du design. Après, vous savez tous dans les écoles d'art, l'injonction de la recherche, etc., etc. Il faut se mettre en jeu. Donc j'ai décidé de tenter de jouer le jeu. Donc moi, je suis pas un professionnel de ce genre d'exercice. Donc je suis designer indépendant. Je travaille à Paris. Pour commencer, il y a 15 jours, on m'a demandé de répondre à, vous savez, au fameux exercice qui consiste à vous pouvez m'écrire quelques lignes sur votre travail. Un truc assez, pas très agréable à faire en général. Alors, c'est pas dément, mais c'est ce que j'ai écrit il y a 15 jours quand on l'a demandé. En faire le moins possible, laisser les choses exister, parfois à contre-courant, en contre-temps, dans l'indifférence, entre parenthèses, avec exigence. Dessiner beaucoup pour dessiner le moins possible, dessiner à un autre endroit, déplacer, rejouer, agencer, chercher là où l'on pense plutôt ne rien trouver, mais chercher, être sûr que tout cela participe d'une bonne raison de se lever le matin. Voilà. C'est comme ça que j'essaie de définir ma manière de travailler. D'autre part, j'enseigne à l'ESBA Talm, c'est donc un EPCC, Tours, Angers, Le Mans, et je suis sur le site d'Angers. Et puis après, de manière, on va dire, nomade, en faisant des workshops par-ci, par-là, à droite à gauche. Pour moi, l'enseignement, c'est un aspect primordial de mon travail de designer. Je pense que ça fait partie. C'est évident pour les universitaires, par exemple, mais souvent beaucoup moins pour, soi-disant, les artistes. Pour moi, ça fait partie d'un jeu qu'il est intéressant de jouer. Au même titre que répondre à des commandes, développer un travail personnel, etc. Je ne fais pas de design social. Et le cœur de mon travail ne réside pas dans la création et la réflexion autour de nouvelles formes de convivialité. C'est juste pour que ce soit bien clair. Mon travail, c'est de faire du design, et donc je vais vous proposer quelque chose a priori assez ennuyeux, mais c'est un moyen, un os arrangé comme un autre, qui est une table. Voilà. Mais j'espère que ce projet interroge un minimum, en tout cas, il tente d'interroger le mode de production des objets qui nous entourent, et ça, c'est pas sans conséquences sociales, politiques, esthétiques, etc. Donc, c'est un projet que je développe depuis plusieurs années, vous allez comprendre pourquoi. Et ce sera aussi, vous verrez, l'occasion de vous montrer mes dernières photos de vacances, que j'espère vous saurez vraiment apprécier. J'ai intitulé mon intervention Alterproduction. Alors, Alterproduction, c'est un terme que je trouve désuet, voire un peu, on pourrait dire has-been. À la fois, ça a le mérite de mettre les pieds dans le plat. De la même manière qu'on dit plus multimédia, on dit transmédia, enfin vous voyez, ce genre de moments comme ça. Mais il se trouve que c'est un mode de production autre. Et ça me paraît intéressant de se poser ces questions, surtout au moment où on voit avancer conjointement un label développement durable et l'évolution du marché du hard discount. C'est deux choses qui évoluent comme ça en parallèle. Alors, pour commencer, je voudrais vous raconter, vous parler d'un personnage qui s'appelle Wolf Hilbert. Il est né en 1938, il est mort en 2007. C'est un architecte biologiste qui a développé dans les années 70 le concept de cybertecture, entre autres. Il a fondé le Responsive Environment Laboratory ainsi que le Symbiotic Processes Laboratory, au sein desquels il a développé un travail de recherche sur l'accrétion minérale. C'est un principe d'électrodisposition en milieu marin qui permet la construction de structures sous-marines pour la réalisation de projets architecturaux prospectifs. Vous allez voir, donc ça c'est écrit. Il y a une vraie réflexion qui est intéressante, mais que je n'ai pas le temps de développer là. Mais voilà, des projets de ce type-là, en fait. Au départ, c'est ça qu'il peut faire. Je vous en ai pris plusieurs. Hein, Voilà, ce projet-là, par exemple, ça s'appelle Autopia Ampere. Ça regroupe donc auto, utopie et ampère pour l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de ce principe donc d'électrodéposition en milieu marin. Mais je reviendrai après sur ce principe. Désolé, certaines images ne sont pas de très bonne qualité, mais
c'est difficile à trouver. Voilà, donc il avait ça comme projet, ce Wolf Hilbert, et en 98, si c'est ça, en 98, il rencontre donc Thomas J. Goreau, qui lui est biologiste, spécialisé dans les coraux en fait. Et il peaufine ce système pour l'appliquer. Malheureusement, il n'arrive pas à construire Waterworld, des complexes comme ça incroyables, mais il se contente de construire des récifs artificiels pour la protection du littoral, faune et flore, et donc particulièrement des récifs coralliens. Vous connaissez le principe des récifs artificiels. En gros, on coule un bateau, d'un seul coup, la faune, la flore l'habitent. D'accord. Et si ce bateau est près des côtes, il vient casser les vagues et il préserve le littoral. D'accord. Le principe, c'est aussi simple que ça. On a en France les systèmes développés globalement, majoritairement, les plus utilisés, c'est on prend des bus de béton. Vous voyez, donc on les enchaîne et on jette des tonnes de béton dans la mer pour protéger le littoral et aider la faune et la flore à se développer. Je sais plus, c'est lors de l'exposition internationale de Saragosse, j'ai travaillé au sein d'un collectif qui s'appelle les Chevreaux suprématistes, et on a fait une installation qui devait parler du génie écologique en Aquitaine, et on s'est trouvé confronté à cette question des récifs artificiels, et j'ai découvert le processus dont je vais vous parler, donc issu de la création minérale, qui m'a semblé bien plus intelligent, et ça a trotté dans ma tête jusqu'au jour où j'ai commencé à essayer d'en faire un projet. Les coraux, je suis désolé, je ne suis pas du tout spécialiste des coraux, ni de l'écologie, ni de la mer. C'est des choses dont je me fiche. Moi, ma question, c'est plutôt comment on produit les objets, que ce soit bien clair. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 65% des récifs coralliens qui ont été décimés durant les dernières décennies. Les coraux sont sensibles à 2 degrés de changement de température. C'est-à-dire qu'1 degré ils blanchissent, 2 degrés ils meurent. D'accord ? En 97, par exemple, l'augmentation de l'amplitude de El Niño, due au réchauffement climatique, qui était assez catastrophique, a eu des conséquences désastreuses. C'est-à-dire qu'au-delà des feux de forêt, pluies diluviennes, inondations, tornades, tempêtes de neige, etc., des centaines de kilomètres de récifs coralliens ont péri. Et il faut savoir que la forêt amazonienne ne représente que 17% des poumons de la Terre, que le reste est essentiellement la mer, en fait. D'accord ? Donc, et ça se voit. Par contre, ça se voit moins, parce qu'on n'est pas tous la tête dans l'eau à voir ce qui se passe. Donc voilà. Ça donne ça. Donc les gens qui plongent le savent, parce qu'ils ont vu, les gens qui plongent depuis quelques années, on voit à vue d'œil les fonds marins se dégrader. Normalement, c'est plutôt ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et mais les endroits où on a ça, d'accord. Ça, c'est un projet de récif artificiel, en fait. Alors, le principe de la création minérale, c'est super simple. C'est une réaction d'oxyde de réduction assez basique. On met un courant à faible tension entre une électrode et une anode. Donc en général, une anode et une cathode, 2 électrodes. La cathode, c'est une structure globalement en fer à béton. Donc ça coûte pas cher, c'est trouvable partout. Ça se soude avec un poste à souder, genre dans le monde entier, à tous les endroits on peut trouver cette chose-là. On lui met attendez, j'ai perdu, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. On met un faible courant de 2 à 6 volts, grand maximum. On utilise 6 parce qu'on a des transformateurs de 6 volts, mais en gros, il y a besoin de presque rien. Ça crée une réaction d'oxyde de réduction. La seule pièce un peu compliquée, c'est l'anode qui est en titane pour pas qu'elle se désagrège. Et du coup, ça provoque un dépôt de CaCO3, de carbonate de calcium, sur la structure en fer à béton, qui d'un seul coup automatiquement s'autoprotège et grossit très lentement, mais se construit. Vous avez un exemple, vous voyez, là à droite, en haut, vous avez un fer à béton. Au bout de 3 ans à peu près, vous arrivez à avoir quelque chose donc on passe d'un fer à béton de 10-12 mm à quelque chose qui fait 30-40 mm de diamètre en 3-4 ans. Voilà. Alors, passons à mes photos de vacances. Je vous propose d'aller faire un tour à Gili.
Gili Travangan, exactement, c'est une petite île. Alors malheureusement, il y a un problème d'ordre, c'est pas grave. C'est au milieu de l'Indonésie. Vous avez Bali, Lombok, et entre les deux, vous avez 3 petites îles. Donc désolé, le diaporama est à l'envers. Voilà, 3 petites îles collées à l'île de Lombok, et Gili Travangan est la plus grande. Voilà, c'est à gauche. C'était l'hôtel où j'étais. Ouais. On choisit où on travaille, je veux dire, à un moment. Ouais. Je trouvais que montrer des photos comme ça à Valenciennes, c'était plutôt bien, malgré le temps. Je pensais que ça pouvait être. Alors, l'enjeu autour des récifs de l'île de Gili en particulier, en Indonésie en général, et dans pas mal d'autres endroits dans le monde, et qui focalise une attention et permettent une articulation finalement, c'est ce que j'ai découvert là-bas, entre des chercheurs, des biologistes, des plongeurs et bien sûr les pêcheurs et le reste de la population locale. Il faut savoir que Gili est un haut lieu de la plongée sous-marine. En fait, c'est un endroit où on recense, où paraît-il, il y aurait il y a un triangle de plus de un endroit où il y aurait le plus de biodiversité, en tout cas au niveau de la mer. C'est un haut lieu de la plongée sous-marine et l'île de Gili Travangan fait 7 km de circonférence, donc on fait le tour à pied vraiment assez rapidement. Quasiment toute l'activité économique est générée par des clubs de plongée. En gros, on y trouve 2 types de plongeurs. Il y a ce que j'appelle les post-backpackers, c'est-à-dire ceux qui sont assez nombreux. C'est les backpackers, ceux qui sont partis faire le tour du monde et qui, à un moment, se sont restés là, se sont sédentarisés. Ils ont développé une activité de plongeur professionnel et la plupart gèrent ou du moins travaillent dans des clubs de plongée. Ensuite, on va dire les usagers de l'île sont plutôt ce que j'appellerais les fast-packers, c'est-à-dire des backpackers qui viennent plonger quelques jours, un saut rapide d'avion, leur iPad à la main, rester toujours connectés. D'accord ? Cette île, en fait... Alors, attendez, parce que je me suis emmêlé, je vais y retrouver. Voilà. Alors, le principe, ce qui se passe, c'est que cette île, du coup, les pêcheurs utilisaient un système de pêche assez intéressant qui est la dynamite et le cyanure. Donc, c'est très très efficace, mais écologiquement redoutable. Et d'un seul coup, ces gens qui faisaient le tour du monde, qui s'étaient arrêtés sur cette île paradisiaque, montaient des clubs de plongée, généraient une activité et tout, d'un seul coup, ils voyaient les récifs décimés. Enfin, il y avait un truc assez compliqué. Et chacun était d'accord pour se pencher sur cette question. Et les récifs, finalement, ont focalisé cette articulation entre reconstruction des récifs coralliens, arrivée des chercheurs, les plongeurs qui voyaient leur intérêt, la population locale qui avait intérêt à ce que les choses se passent bien, parce que sinon l'économie se cassait la gueule, tout se cassait la gueule, quoi. Et donc du coup, l'Indonésie, là où il y a des structures sociales quasi inexistantes, le copyright n'existe pas, enfin on est dans un pays assez... tout est possible, quoi, assez sauvage. D'un seul coup, il y a eu une espèce de mise en relation assez en intelligence, en tout cas, dans la manière de travailler. Ils ont commencé à instaurer, par exemple, une taxe qu'ils appellent pas comme ça, je sais plus comment on appelle, de 5 € sur toutes les plongées, et ça c'est reversé aux pêcheurs pour combler le manque à gagner, qui repêchent de manière traditionnelle. Par exemple, sur l'île, il n'y a aucun véhicule à explosion, aucun moteur à explosion, par exemple. Tout le transport se fait que de charrettes. Par exemple, ils ont mené toute une politique de disparition du sac plastique. Pourquoi ? Parce que simplement, quand on est plongeur et qu'on voit un sac plastique naviguer et se planter dans les coraux, c'est pas très classe, ça fait un peu désordre. Et donc d'un seul coup, on a un rapport entre le dessus et le dessous quasi en temps réel, quoi. La conséquence de l'action est quasiment directe. Du coup, ça permet d'engager des processus de... Voilà. Par exemple, il y a une grande fête, une ou 2 fois par an sur l'île, où ils font le tour de l'île, bon ça va, elle n'est pas grande, et ils ramassent tous les sacs plastiques, quoi, voilà. Par exemple, aujourd'hui, ils ont mis en place des choses très très basiques, mais des bouées pour que les bateaux s'amarrent, parce que tout simplement, avant, on mettait une ancre, et donc du coup, on arrachait à chaque fois un morceau de corail. Donc, ils ont dessiné, conçu, développé comme ça, quand vous arrivez sur l'île, on vous donne un sac. Vous savez, comme les sacs en toile qu'on a dans tous les festivals, là, on vous donne ça quand vous arrivez sur l'île. Hein, pour
plus est refusé et on vous informe, on vous demande de refuser les sacs plastiques et la population essaie d'être éduquée dans ce sens-là. Donc en fait, malgré la pauvreté du territoire, la question écologique se pose, se traite et se partage. Et c'est plutôt, je trouve, assez intéressant. Enfin, moi, ça m'a assez intéressé. J'étais pas venu pour ça, mais ça m'a intéressé parce que souvent, c'est vraiment la chose qu'on met de côté, surtout dans ces types de pays-là. Et c'est souvent trop tard qu'on se rend compte des conséquences des moindres gestes. Alors, excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est les systèmes de charrettes pour transporter les marchandises qui sont directement déposées sur la plage. Ça n'évacue pas la question esthétique, bien sûr. La question de l'éclairage public. Voilà. Alors, en ce moment, il traite particulièrement la question des fosses septiques, qui est un vrai problème dans les pays pas très développés, souvent, surtout en bord de mer. Et là, effectivement, pareil, le problème il est visible quand vous avez un étron au milieu d'un banc de poissons multicolore. On se dit qu'effectivement, il faut peut-être se poser la question, là où normalement c'est une question qu'on ne veut pas forcément considérer. Alors, je vous propose de vous expliquer d'abord tout simplement comment ça fonctionne. Voilà, moi j'ai été invité, je suis allé donc sur cette île. Pourquoi cette île? Parce que simplement c'est un endroit où ils testent justement cette logique de récif artificiel, et tous les 2 ans ils organisent un workshop international, le BioRock International Workshop, Reef Restoration Training Workshop, où en gros vous avez des chercheurs, des plongeurs, des étudiants en biologie marine du monde entier, etc., qui viennent pour apprendre à simplement construire un récif artificiel. Donc ça, c'est l'atelier de production, d'accord? Donc l'atelier de production de récif artificiel, il y a juste quelques morceaux de bambou et une bâche en cas de pluie tropicale. Voilà, la clé, le poste à souder à l'arc, les outils à fabriquer soi-même, pour la plupart. Et voilà, on construit donc les fameuses structures qui sont entreposées sur la plage. Ensuite, on part en bateau. On ramasse les coraux donc cassés des récifs qui sont plus sur les récifs mais qui sont encore vivants. On les remonte. Il faut aller assez vite parce que la durée de vie n'est pas énorme à l'air. Ensuite, on charge donc ces structures brutes de futurs récifs artificiels. On les implante. On repositionne ces coraux. Là, vous avez au fond donc, un ancien récif artificiel. On les rattache donc les uns entre les autres, on met le courant électrique. Voilà, là, vous avez un exemple de ce que ça a produit quand on a cassé autour du fer à béton. Ensuite, ça c'est la fabrication de l'anode, je vous disais, donc en grillage de titane, qui est le seul composant donc un peu technique. Le reste, vous avez vu, pour l'instant, c'est vraiment du low-tech. Même là, c'est pas très compliqué, il faut juste faire un branchement entre un câble électrique résistant et du grillage, et le noyer dans la résine pour l'étanchéité. Enfin, pour pas que la réaction se fasse au niveau de la jonction. Alors, dans ce cadre-là, comme c'est sur une île, vous verrez, il y a d'autres manières de faire. Là, du coup, ce sont les différents clubs de plongée ou hôtels qui donnent l'électricité, en fait. Donc, on tire un câble de la côte et qui alimente ensuite toute une bande de récifs artificiels. Ça, c'est le dispositif pour aller positionner l'anode. C'est pas si facile de faire passer un câble au milieu d'un récif corallien. Voilà, il est branché. Voilà, ça. On positionne l'anode. Ça, c'est une anode qui est prise dans des tuyaux en PVC chargés en béton, parce que sinon toute la matière se fait piller en fait, et donc du coup c'est pour essayer qu'elle ne soit pas pillée. Voilà.
Ça c'est pareil, hein, c'est une structure de fer à béton relativement fine et légère. Voilà, ça c'est un peu toutes les expériences qui ont été menées sur l'île. Donc, vous voyez, il y a de la création, hein, il y a des récifs en forme de raie manta, il y a des choses en forme de tortue. Du coup, moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Ce projet. Je l'ai appelé donc Mineral Accretion Furniture. En fait, il participe à son échelle assez modeste de la réactivation du projet utopique de Wolf Hilberts. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, le principe d'accrétion minérale n'a pas permis de construire des cités idylliques et de l'architecture. Il a permis de construire des récifs artificiels. Et moi, je me suis rendu compte que ces récifs, l'échelle avec laquelle on savait traiter aujourd'hui, pouvait complètement correspondre à une échelle de mobilier. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une table. Voilà, par exemple, je trouvais que ça correspondait au départ. Donc l'idée, c'est de réutiliser ce mode de... Alors, mon projet, c'est ça en fait. Voilà, je vous laisserai, vous pouvez regarder. Ça résume en fait tout le principe technique et tout le process de fabrication. Je vais vous montrer après en détail les choses. Moi, au départ, mon postulat, c'est ça, c'est de se dire, je reprends le système. Donc là, j'ai dessiné une plateforme solaire flottante qui permet de gérer le courant de manière autonome. Pour à peu près 1500-2000 euros, on fabrique ça de manière vraiment sans problème, quoi. Et on peut alimenter beaucoup plus d'objets que ça. Donc moi, mon postulat de départ était celui-ci, donc d'immerger des structures qui seraient des squelettes d'objets, qui potentiellement, qui seraient des squelettes, donc qu'on peut souder donc sur la plage, des archétypes d'objets, des squelettes qui vont devenir ensuite des objets. Le principe, alors c'est coupé. L'idée, donc, c'est on immerge la structure pendant environ, donc il faut j'ai calculé 2 à 3 ans, mais je sais pas, j'en ai mis un il y a 1 an et demi, on va voir si comment ça va évoluer. Ensuite, l'idée, c'est de sortir la structure, de la mettre en étuve pour tuer tous les micro-organismes, enfin, éviter d'avoir l'odeur de la mer dans son salon, par exemple. Et ensuite, pourquoi pas rectifier les surfaces utiles, en fait, pour pouvoir, je sais pas, écrire à la main sur une feuille de papier, ça existe encore, par exemple, des choses simples comme ça. Voilà, et fixer le matériau comme on met un produit de refuge ou quelque chose de cet ordre-là. Ça, ce sont des maquettes échelle 1/10 qui m'ont servi à raconter le projet. Alors, ça m'a permis avec ça, j'ai pu monter un dossier et j'ai eu une bourse, en fait, une allocation d'aide à la recherche donc, du CNAP pour pouvoir partir donc à Gilly et mettre en place ce projet. C'est de la 3D. Les projets, c'est toujours de la 3D à voir. J'y reviendrai, mais là, vous voyez, en fait, c'est le lendemain ou 3 jours après. Il y a déjà un dépôt blanchâtre et il y avait des petites bulles qui montrent que la réaction, en fait, fonctionne, quoi. C'est la fin que je préfère. Voilà, donc en gros, moi je me suis vraiment greffé au système et j'ai commencé à essayer de dessiner une structure. Ça c'est avec Thomas Goreau justement. Qu'ensuite. Alors la chaise, c'est pas terrible, mais c'était un des plongeurs qui était
voulait absolument faire une chaise comme la chaise de sa cuisine. Et donc on s'est dit, ouais, enfin voilà, on a tenté le truc, donc on décide de le faire ensemble. On s'est amusé à essayer mais on avait des rayons de cintrage pas très précis, etc. C'était un peu aléatoire, mais c'était. Alors que là, vous avez un peu l'ensemble des récifs produits qu'on a chargé à table. Là, on réimplante bien sûr les coraux. Parce que oui, les coraux, je ne sais pas si j'ai dit, mais ce système a été mis en place pour aider pour les récifs coralliens, surtout parce qu'en fait, ils se développent 4 à 5 fois plus rapidement. Donc, comme ils ont été décimés et que ça met du temps à se construire, là, d'un seul coup, l'électricité, le système les stimule. En fait, si vous voulez, le carbonate de calcium est concentré, ça vient vers eux, ça les aide, ils grossissent vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, au bout de 3 jours, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la structure avait blanchi. Là, vous voyez la node. Au bout de 2 mois, alors les photos, on m'en envoie tous les. C'est aléatoire, elles sont prises par des gens elles sont assez drôles. Celles-ci sont rouges. Là, c'est au bout de 2 mois, donc on commence à avoir on commence à avoir un dépôt qui se forme. Les récifs coralliens, c'est un vrai, dans cette île, c'est un vrai événement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va voir tel récif, ça fait partie de la visite aussi les récifs artificiels du touriste qui vient, du plongeur touriste. Et du coup, ça a donné lieu à pas mal ça fait une forme d'animation. C'est-à-dire que les gens viennent en bouteille, ils se mettent à table, etc. etc. Et malheureusement, j'arrive pas à récupérer beaucoup d'images de ça, mais ça intrigue. Alors ça commence à grossir, mais à savoir que là, à ce moment-là, c'est très fragile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très friable. Si on touche, ça s'effrite, ça a gonflé. Mais il faut vraiment, c'est vraiment comme un arbre, quoi. C'est-à-dire qu'à à l'intérieur, ça durcit à cœur, et l'extérieur est très réactif. C'est pour ça qu'il faut attendre pas mal de temps. Mais ça grossit pas mal. Vous voyez, quand je vous disais la vitesse à laquelle les coraux se développent, on a mis des petits machins gros comme le poing, qui au bout de 10 mois commencent à avoir quand même vraiment pris de l'ampleur. Oui, là maintenant, sur certaines parties, les parties les plus proches du côté de l'anode, on a quasiment les 40 mm de diamètre qui sont là. C'est les petites bulles qui montrent que ça marche toujours. Ouais, les dernières photos que j'ai sont celles-ci. Donc, si on envisage ce type de production à grande échelle, il faut évidemment prévoir que chaque élément retiré de l'eau puisse être remplacé par une nouvelle structure qui pourra être développée à son tour. D'accord ? Il est bien entendu, si on commence à faire ça et à les enlever, mais c'est un peu comme bien gérer une forêt en fait. Quand on construit une forêt pour gérer du bois, si elle est bien gérée, on a un rapport de turnover qui fonctionne bien. Parce qu'il est évident que le prélèvement des objets arrivés à maturation doit être pensé de manière à ne pas nuire à l'existence propre des récifs artificiels. Mais vu que c'est des récifs, vu que ce qui constitue ces récifs artificiels sont des coraux décrochés déjà d'eux-mêmes, par accident, des récifs coralliens, on les réimplante, on leur permet de survivre, et après il n'y a pas de problème de venir avec une structure nouvelle, décrocher les coraux qui sont dessus, les remettre sur une nouvelle structure, et le cycle peut ainsi continuer.
D'ici 2015, si tout va bien, le premier prototype sera prêt à être sorti de l'eau. Le but de ce projet est de montrer qu'il est possible de produire autrement au sein d'un dispositif naturel, sans usine, avec je me répète mais vaut mieux, avec un dispositif technique simple, donc low-tech, en accord avec un rythme de production biologique, donc je dirais slow-tech, en rapport direct avec un contexte, dans une économie de gestes et de moyens, je le répète. Démarrer ce projet au départ n'a pas été simple du tout. Quand j'ai pris contact avec Thomas Goreau, donc le chercheur en biologie marine, j'ai eu du mal à trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que moi, je proposais de faire du mobilier, c'est-à-dire du commerce, donc j'étais le diable, en quelque sorte, et me faire de l'argent sur le dos de la recherche scientifique et des ONG. D'accord ? Il faut savoir que tout système de récif artificiel mis en place sur l'île de Gili vient en fait de plusieurs personnes, mais particulièrement un photographe et une ingénieure agronome française qui du coup était moniteur de plongée. À un moment on se dit je vais pas être moniteur de plongée toute ma vie, pourquoi je me lève le matin effectivement. Et on commençait à découvrir ce truc là et à appeler Thomas et à lui dire nous on veut faire un récif artificiel. Ils ont fait leur premier récif artificiel et depuis ça s'est complètement développé. Et donc elle, c'est clairement elle se revendique éco-warrior et elle s'appelle Delphine Robe. C'est elle qui met en place tous les systèmes sur l'île dont je vous parlais. Et donc au début, ils m'ont vraiment vu venir un peu comme le diable. Il a fallu que j'explique que je n'étais pas une entreprise de mobilier, que j'allais avoir une bourse, que j'avais en gros une bourse de quelques milliers d'euros qui me permettrait tout juste de payer mon billet d'avion et de vivre 15 jours là-bas pour pouvoir engager un projet, et que de toute façon, montrer une entreprise de meuf, ça ne m'intéressait pas, et que si jamais quelqu'un voulait le faire, je les mettrais en contact, ils se débrouilleraient, d'accord. Que moi, c'était pas mon travail en fait, quoi. À partir du moment où j'étais un petit peu cash comme ça, le rapport a complètement changé. J'ai appris après qu'ils avaient été branchés par Tom Dixon en fait, et que ça s'était très, très mal passé. Voilà, parce qu'il voulait faire ces formes qu'il avait dessinées, et c'était pas possible, donc ça posait problème. Et comme moi je leur disais non, mais on s'en fiche, ce qui est super bien, c'est qu'on ne dessine plus, on fait des archétypes d'objets, on produit, à la rigueur, chacun on produit une production diversifiée, mais produite qui ne nécessite pas de savoir-faire, on n'a pas besoin de savoir bien faire, on n'a pas besoin de savoir bricoler. On n'a pas besoin de savoir modéliser sur SketchUp et de sortir un fichier STL pour l'envoyer dans une imprimante 3D. On a besoin de manière empirique d'associer 3 bouts de fer à béton ensemble. Voilà. Et donc après, on a commencé donc, ils m'ont dit ok, viens. Voilà, je suis venu. Et après, c'est vraiment dans la discussion sur le terrain, sur la manière de travailler ensemble, de construire les objets, etc., que du coup, on est devenus copains. Ils ont compris qu'effectivement, ça pouvait avoir un intérêt. Ils avaient du mal à comprendre que quand je leur disais, en fait, récupérer les coraux maintenant c'est interdit, les vendre c'est interdit, les gens le font quand même au marché noir, etc. On pourrait produire des objets en coraux qui pourraient générer une économie propre, autonome, qui pourrait vous permettre d'avoir des ressources, d'être indépendant des ONG, des gouvernements, des études, etc., pour continuer à faire évoluer votre processus. Et d'un seul coup, je me dis, bah voilà, mon boulot de designer, il est peut-être là en fait. Voilà, pour l'instant. Donc comme je le disais tout à l'heure, je ne fais pas du design social, j'ai toujours du mal en fait à coller un qualificatif au terme design pour la simple et bonne question que moi j'ai été formé dans une école qui revendiquait une forme de généralisme, enfin de non spécialiste, et que j'aime cette qualité de non spécialiste parce que je pense que s'il n'y a pas de non spécialiste c'est la cata. Enfin voilà, moi j'y tiens. J'aurais plutôt tendance à... Je ne suis pas un grand fan de Jean-Luc Godard, surtout quand il parle, mais il y a un truc que j'aime bien, quand il disait à un moment, il ne faut pas faire des films politiques, il faut faire politiquement des films. Moi je pense que c'est pour ça que je fais des tables d'échelle et que je dis que je fais du design. Et après, pour revenir à ce début, je pense que c'est dans la manière dont on fait du design, la manière dont on dessine, la manière dont on envisage la conséquence d'un trait tiré sur une feuille ou sur un logiciel de 3D qu'on peut dire ce qu'on veut sans pour autant hurler.
Voilà. Et pour terminer, du coup, après je vous laisse tranquille. J'ai fini mes photos de vacances, tout va bien. On m'a demandé, vous savez, les petits bouquins de vulgarisation, les 101 mots de l'architecture, les 101 mots du design, les 101 mots de je sais pas quoi. Il y en a un qui a été écrit par Daniel Kula, qui s'appelle Les 101 mots du matériau en design. Voilà, je ne fais pas de la pub, mais. Et il a eu une idée que je trouvais plutôt pas mal, c'était de dire, moi je ne vais pas l'écrire, je vais demander à des gens, je vais inviter des gens, et donc il a distribué à plein de gens, ceux qui voulaient, ceux qui ont pu le faire, d'écrire 3 mots, en fait, de proposer 3 mots sur ces 101 mots. Moi, j'ai proposé perte de matière, matériaux pauvres, du coup, et autogénèse. Et donc, du coup, ça peut être une conclusion. Alors, bien sûr, autogénèse, c'est à ma. Autogénèse, c'est une vieille doctrine selon laquelle des formes de vie peuvent apparaître de nouveau sans aucune sorte d'origine. En biologie, il s'agit d'une genèse qui se produit sous la propre impulsion de l'organisme sans influence extérieure. Abordée par le prisme de la matière, l'autogénèse est une utopie, celle d'une matière qui s'autogénère, s'auto-organise, le rêve d'un objet qui s'autoproduirait, qui dépasserait les enjeux d'économie de gestes et de moyens, une autoproduction où l'intervention de l'homme serait réduite à minima, envisager donner la simple impulsion la plus petite possible et la matière s'agencerait d'elle-même, tranquillement, paisiblement. L'objet se produirait de lui-même pendant la sieste. Voilà, c'est fini. Si vous avez des questions.